Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio en ce lundi 23 mars 2026. Je suis heureux, vous pouvez pas à quel point vous savez pas à quel point je suis heureux parce que je les ai retrouvés. Ma Maud Koffler qui est allée faire une petite pause à la campagne, elle est là. Bonjour à tous. Julien Delmas qui était parti un petit peu, il était revenu, mais le voici. Bon, on n'est pas partis ensemble. Hein. Non. Et puis alors hier il y avait un match, je me suis dit il va nous quitter pour aller voir le Toulouse-Bordeaux, il est quand même resté là. Heureusement qu'il y a le pilier de l'émission, Emmanuel Galasso, qui lui est fidèle comme il est sur une souche là. Alors, il faut qu'il parte en vacances de temps en temps. C'est le pilier de l'émission parce que sans vous, chères auditrices et chers auditeurs qui nous contactez, cette émission, cette radio ne serait rien. Et Emmanuel Galasso est le lien qui nous rassemble avec vous, qui est notre raison d'être. Voilà, en ce lundi 23 mars, nous allons probablement parler élections municipales. C'est un grand jour parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur le plan politique, sur le plan républicain, sur le plan journalistique. On a des tas d'idées à vous soumettre. Et bien sûr, vous nous appellerez au 0826 300 300. On va d'abord aborder en deux temps. Une première fois sur l'angle que nous dit clairement ce second tour des élections municipales 2026. Le paysage politique français est-il en train de se reformuler ou au contraire la France s'enfonce-t-elle vers des clivages hasardeux? On en discute avec Adrien Matou qui est directeur adjoint de la rédaction de Marianne, grand expert en politique. Et puis en un deuxième temps, ça c'est à 12h10, à 12h45, peut-on, au vu des résultats du second tour, commencer à tirer des plans sur la comète quant à ce à quoi pourrait ressembler l'élection présidentielle de 2027? L'horizon s'éclaire-t-il ou la France s'enfonce-t-elle un peu plus dans le brouillard? Et on le décryptera à 12h45 avec l'avocat Guylain Benessa, qui lui aussi est un expert en politique. C'est pas un représentant politique, donc il a son parler vrai. De 13 à 14h, on changera de sujet, on ira vers la Grande Muette, vers l'armée. On recevra le capitaine Nicolas Brault. Que faut-il penser des nouveaux militaires face au conflit en cours? Ça sera ma question. C'est pas le titre de son livre. Son livre, c'est Donner l'ordre ne suffit pas. Ouvrage passionnant d'un jeune militaire, capitaine Nicolas Brault. Il va nous expliquer que, l'armée n'est pas une histoire de communication. Quand on donne un ordre, il faut qu'il y ait eu en préparation, en amont, non seulement des gens convaincus, des militaires formés et une organisation sérieuse. Sinon, on part à volo. Et puis avec Maud, on va survoler qu'il y a un petit peu d'actualité avec des Maudes. Des Maudes, voilà, ça y est, le grand retour. Alors, je sais que je prends beaucoup de place, mais... Maude, c'est ma Maude avec des perles. Vous voyez, je pense perles, je pense Maude. C'est incroyable. Laquelle vous citez? Non, je sais pas, un peu de gaieté quand même dans cette actualité morbide. Chantal Goya a retrouvé Pandi Panda. Panda. Ça, c'est important. Alors que Lionel Jospin nous a quittés. Enfin, voilà. Bon. Sud Radio, la France dans tous ses états. L'humeur de Perico. Vive le front républicain. Attention, je dois m'expliquer. Le vrai front républicain a permis une victoire de la démocratie. Il y a celui de juillet 2024, vous vous souvenez, consécutif à la dissolution de l'Assemblée nationale. C'était en fait, on comprend que c'était un accord technique avant l'heure, qui consistait à faire front le jour du scrutin pour empêcher le favori de gagner, étant entendu que dès le lendemain matin, on sortait les couteaux pour s'étriper politiquement, soit à l'Assemblée nationale, soit dans le débat politique. Tel est le cauchemar que nous a offert la désastreuse dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron en juin 2024. Voilà. Et puis, il y a le vrai front républicain, décidé en conscience par les électeurs, sans aucune consigne des états-majors politiques, celui qui répond à l'hypocrisie d'un parti socialiste qui n'est pas d'accord avec LFI, sauf si c'est pour sauver le marbre. Le marbre, c'est-à-dire le bout de gras. Monsieur Olivier Faure et Monsieur Hollande nous disent pas d'accord avec LFI, ils sont infréquentables, ils sont impraticables, sauf si c'est pour sauver une mairie. Voilà, hypocrisie, double discours. Eh bien, à 2 ou 3 exceptions près, comme Nantes, Lyon, Tours, Agen et Aubervilliers. Ailleurs, les électeurs de gauche, je dis bien les électeurs de gauche, ont refusé la mascarade, notamment à Toulouse, à Limoges, à Brest, à Clermont-Ferrand, à Avignon ou à Cherbourg. Les électeurs de gauche ont fait preuve de dignité, ils ont renvoyé l'hypocrisie et les mensonges du Parti socialiste et ne sont pas tombés dans le piège ni dans la combine. Là où le Parti socialiste a refusé le pacte de la honte avec LFI, il a gardé Paris, Marseille, Rennes, Montpellier et d'autres. Quant à l'union de la droite,
elle aussi, eh bien, elle a prouvé qu'elle fonctionnait et qu'elle a donné des résultats dans une réalité performante. Ce sont les deux messages politiques très forts de ce deuxième tour des élections municipales. Alors, pour ce qui est des triomphes de la France insoumise qui sont indéniables, notamment à Saint-Denis où ils ont été élus au premier tour, à Roubaix, à Creil, à La Courneuve, il y en a d'autres, il ne faut pas hésiter à associer, et il n'y a aucune mauvaise intention de ma part, il ne faut pas hésiter à associer ce succès à une très probable mobilisation du vote de nos concitoyennes et de nos concitoyens issus de l'immigration, auquel Jean-Luc Mélenchon fait une cour effrénée depuis 2017, en leur expliquant que la France est un pays raciste, qu'il les méprise, que si la droite l'emporte un jour, ils seront exclus, et que s'ils contestent cette oppression, attention, la police tue. Une stratégie de guerre civile qui consiste à exacerber le communautarisme avec des anathèmes de haine. Mais nous avons vu hier le rejet clair et net par une immense majorité des Françaises et des Français. Attention, un front républicain peut en cacher un autre, celui que l'on a vu hier est celui de la démocratie, du bon sens et de la vérité. Que faut-il retenir des résultats de ces élections municipales? La montée du Rassemblement national, l'échec de l'union technique des gauches. Êtes-vous satisfait de ces résultats? N'hésitez pas à nous le dire en direct sur Sud Radio 0826 300 300. On en parlera dans un instant avec le directeur adjoint de la rédaction de Marianne, Adrien Matou. À tout de suite. La France dans tous ses états, le fait du jour. Que faut-il retenir de ces élections municipales? Hier, le taux de participation s'est élevé à 57%. Alors, on peut relativiser en disant que c'était mieux que telle ou telle année. Mais que faisaient les 37% restants? Si vous faites partie de ceux qui n'ont pas voté, appelez-nous, qu'on comprenne pourquoi vous avez refusé d'aller voter. Ensuite, les résultats, les grandes villes restent aux mains de la gauche, Paris, Lyon, Marseille. La plupart des villes moyennes ont basculé aux mains du Rassemblement national et de ses alliés. Les unions techniques ont fait plouf. On fait le bilan avec Adrien Matou, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonjour. Alors, on a une petite attente avec Adrien Matou. Pardon. Problème de connexion. Bonjour anticipé. Voilà, bonjour on va le retrouver. On doit voir avec lui, que nous dit clairement le second tour des élections municipales de 2026. Est-ce que le paysage politique français est en train de se reformuler ou au contraire, la France s'enfonce-t-elle vers des clivages hasardeux? C'est sûr qu'on a eu des cas de figure tout à fait différents. On a eu évidemment les trois élections des trois grandes villes où la gauche s'est maintenue, Paris, Lyon, Marseille. Les trois fois d'ailleurs, deux fois, non, Paris et Marseille sans accord avec la France insoumise. À Lyon, Grégory Doucet a pactisé avec la France insoumise. Il faut quand même bien comprendre que les deux événements majeurs, Lyon-Marseille et Paris, Rachida Dati a commis l'erreur. Je pense que c'est ce qui est à l'origine de son succès, de son échec, de s'identifier beaucoup trop à Emmanuel Macron. Sa candidature a été soutenue, elle a été portée par Emmanuel Macron, probablement à la demande de Nicolas Sarkozy. Alors ça a été démenti par Sarah Knafo par la suite. Évidemment, pour pas révéler les coulisses. Non, mais en tout cas, elle avait l'aval d'Emmanuel Macron, qui a très probablement appelé Édouard Philippe pour demander que la liste de Bournazel fusionne et se retire. Du coup, Bournazel, un petit peu heurté par ce revirement, n'a pas voulu participer. Et donc, Rachida Dati est partie au deuxième tour avec une fusion avec les macronistes. Donc, c'était vraiment une union de la droite et du centre commun. Et puis Sarah Knafo, qui s'était retirée tout simplement pour donner un maximum de chance à la droite. Ce qui serait intéressant de voir, c'est qui parmi les électeurs de Bournazel, de Sarah Knafo ont voté ou n'ont pas voté pour Rachida Dati, sachant que l'électorat de Sarah Knafo, il faut quand même se souvenir que c'est un électorat de déçus de gauche et de droite, mais d'abord de droite bien sûr, et d'abstentionnistes à la base. Pour que Rachida Dati passe de 25 à 40%, il est indéniable. Oui, il y a eu un report forcément, bien sûr. Il y a eu un report quasiment total des voix de reconquête de Sarah Knafo. En revanche, il est fort probable que beaucoup d'électeurs de Bournazel se soient reportés sur Emmanuel Grégoire, tout simplement parce que Emmanuel Grégoire a eu cette dignité. On peut penser ce qu'on veut d'Emmanuel Grégoire, c'était le premier adjoint d'Anne Hidalgo, avec lequel il a fini d'ailleurs le mandat quelque part en rupture, en tout cas en conflit. Mais voilà, cette fermeté de ne pas négocier avec la France insoumise, voilà. Est-ce qu'Adrien Matou est là ?
Je suis là, Perico. Bonjour à tous. Bonjour Adrien. La matinée est chargée, je suppose, pour vous aussi, et vous décryptez dans tous les sens. Oui, on voulait savoir avec vous. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne, hebdomadaire quand même extrêmement porté sur la question politique. Je dis ça de façon ironique et à la fois sincère. Vous aviez titré il y a quelques semaines, c'est la victoire du Front républicain, et non pas la victoire de LFI ou de telle ou telle tendance. La question est la suivante. Le paysage politique, selon vous, est en train de se reformuler sur des bases nouvelles, ou au contraire, vous avez la sensation que la France s'enfonce dans des clivages de plus en plus hasardeux? J'irais plutôt sur la deuxième option quand même, parce que je trouve qu'il y a toujours une tendance à surinterpréter les résultats des élections municipales pour en tirer des grands enseignements à l'échelle nationale. Il faut quand même se rappeler que dans 96% des communes, les élections étaient terminées après le premier tour. Donc on s'est focalisé sur les métropoles au second. Après, je vais quand même nuancer parce qu'il y a peut-être un enseignement qui est que LFI est relativement isolé, parce que franchement, les électeurs socialistes... Adrien, c'est clair que c'est pas un triomphe des LFI. On a entendu sur certains plateaux de télé et dans certains médias pousser. On est d'accord qu'il y a peut-être eu effectivement emblématiquement Roubaix et Saint-Denis. Pour le reste, je crois qu'il y a un recul assez net du vote LFI. Oui, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que on constate que les alliances socialistes LFI, que ce soit un LFI ou un socialiste à la tête de l'alliance, n'ont pas bien marché. Donc, visiblement, il y a beaucoup d'électeurs socialistes qui n'ont pas voulu aller voter pour un candidat qui s'était allié avec LFI ou un candidat LFI au second tour. Et en plus de ça, on a pu le voir notamment à Toulouse ou à Limoges, il y a visiblement des abstentionnistes qui se sont mobilisés pour faire barrage à ces alliances-là. Toulouse, Limoges, Brest, Clermont-Ferrand, Avignon, Cherbourg, non, ça a été massif. L'électorat de gauche n'a pas voulu tomber dans la combine. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le lire? Ou refuser cette hypocrisie du Parti socialiste? On peut le lire comme ça, et on peut même ajouter que visiblement il y a des électeurs de droite qui se sont mobilisés spécialement pour faire barrage. C'est assez ironique, puisque toute la stratégie de LFI, c'est quand même de mobiliser des abstentionnistes. Là, visiblement, ils l'ont fait, mais contre eux. C'est-à-dire qu'ils sont tellement infréquentables, effrayants, qu'il y a des Français qui sont prêts à leur faire barrage au second tour à tout prix. Et des électeurs et des électrices qui se sont abstenus au premier tour et qui n'ont pas voulu que leur ville tombe aux mains de la France insoumise, il y en a eu aussi certainement, et c'est probablement ce qui s'est passé, notamment à Toulouse. Tout à fait. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que il y a une séquence qui va s'ouvrir. Olivier Faure, qui a quand même prôné beaucoup d'alliances avec LFI au niveau local, est affaibli. Il y a toute une aile droite du PS qui ne veut pas entendre parler de tout rapprochement avec la France insoumise, qui va essayer de le déstabiliser. Donc ça peut quand même ouvrir une nouvelle séquence à gauche, ces élections municipales. Je pense que la formule jésuitique, et j'ai beaucoup de respect pour les jésuites qui m'ont élevé, de pas d'accord au niveau national, mais comme on est au municipal, ça ne vaut pas, est absolument aberrante. Adrien, on a Jean-Pierre qui nous appelle de Marseille justement. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Perico. Comment ça va à Marseille ce lendemain? Tout le monde a la gueule de bois, ou au contraire il y a des gens qui sont très contents? Vous faites partie plutôt de ceux, vous faites plutôt partie des déçus, ou vous faites plutôt partie des heureux? Moi, je fais plutôt partie des déçus, oui, bien sûr, parce que ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse avoir à ce point à Marseille la droite la plus bête, non pas du monde, mais de l'univers, voire de la galaxie. Voilà, donc on a une candidate qui n'a aucune chance, qui se maintient, on se demande pourquoi. Et puis, on se demande pourquoi elle voulait garder un petit siège à la métropole, voilà. Mais c'est des bas calculs politiques qui laissent la ville à la gauche, la droite est bête, bon, c'est comme ça. Je crois qu'au niveau national, dans les grandes villes, parce que effectivement, on peut faire la différence entre les petites villes et les grandes villes, le souci d'interprétation, c'est que chacun a sa victoire symbolique. LFI à Roubaix, à Saint-Denis, l'union des droites à Nice, la gauche à Paris, et les écolos à Lyon. Donc chacun a sa victoire symbolique, chacun peut se dire vainqueur, mais en profondeur, je pense que le pays est quand même bien à droite, et que l'union des droites, je pense, dans une présidentielle, sera indispensable. Pour autant, Jean-Pierre, vous reconnaissez que si on fait la somme des voix de M. Alizot et de Mme Vassal, on est à 45-46%, ça ne suffisait pas pour autant. La dynamique de la gauche entre M. Payan, qui a refusé de s'associer, comme à Paris, avec la France insoumise, et le retrait de M. Delogu, c'est ça qui a créé la dynamique. Je
serait quand même très curieux que des sondeurs experts puissent mesurer le nombre de personnes qui ont voté Vassal au premier tour et qui ne sont pas allées voter au second. Ou qui ont voté, ou qui auraient voté à gauche. Ou qui n'ont pas voté, ou qui ont voté à gauche, parce qu'il y a un dégoût. Écoutez, moi, historiquement, je suis plutôt LR, mais franchement, là, c'est LR de rien, quoi. On vous comprend, mais comme vous dites, c'est vraiment nul, hein. Quand vous dites la droite, c'est pas la droite la plus belle du monde, c'est la droite qui bouche le port de Marseille comme la sardine. Adrien Matou, quel est votre décryptage sur Marseille ? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a énormément parlé d'union des droites ces dernières semaines, ces derniers mois, mais visiblement, l'union des droites n'existe pas. Pas au niveau national, mais pas non plus au niveau local, puisque à part à Nice, où le contexte est extrêmement particulier, et où on avait quand même 2 candidats de droite au second tour, il y a eu très très peu d'union des droites. Il n'y a pas eu de rapprochement entre LR et le RN. Il y a eu, quand on compare les alliances entre LFI et le PS aux alliances entre LR et le RN, franchement, c'est le jour et la nuit. Donc, pour moi, l'union des droites est un concept qui est très présent médiatiquement, qui est très poussé par certains partisans de cette formule, mais elle n'existe pas politiquement pour l'instant. Je diverge un tout petit peu de vous, Adrien, très très respectueusement, parce que, alors vous allez me dire peut-être que je me trompe, je pense que toutes les villes de moins de 20 000 habitants, où il y a eu un petit raz-de-marée de ce côté-là du Rassemblement national, c'est une union des droites qui n'était pas donnée par des consignes de partis politiques. Ce sont les électeurs de droite qui ont fait de même que les échecs de la France insoumise avec le PS, ce sont des électeurs de gauche qui a dit nous on mange pas de ce pain-là, et je pense que l'union des droites, elle existe au niveau de l'électorat, ce qui est un très bon signe dans les deux cas, en disant état-major ou pas état-major, nous on veut pas que cette ville reste à gauche ou passe à gauche. Est-ce que dans beaucoup de cas ça peut être ça ? Alors c'est vrai, c'est pas exactement l'union des droites, mais c'est vrai qu'on peut faire l'hypothèse que le RN est de plus en plus perçu comme un parti de droite normalisé et non plus comme un parti extrémiste marginal. C'est clair. Par les électeurs LR. Donc les électeurs LR hésitent moins peut-être à voter pour un RN au second tour. Mais ce qui est vrai, c'est que il n'y a pas la vraie union des droites qui serait un rapprochement formalisé, un petit peu comme ce qu'a fait Éric Ciotti. Pour l'instant, ça n'existe pas. Vous considérez que ce taux de participation est assez faible pour autant, vous pensez qu'il y a une mobilisation politique dans le pays au vu des différents scrutins qu'il y a eu, des différents cas de figure, échec de la gauche, réussite de la gauche dans certains cas. Je prends le cas très particulier de Strasbourg. À Paris et à Lyon, on voit bien que les 2 candidats de la droite ont pâti du fait qu'ils s'étaient assimilés au macronisme. Est-ce qu'il y a quand même une repolitisation du pays, ou vous pensez qu'il y a quand même des gens qui n'y croient plus ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus. La France reste un pays très politique, plus politique que beaucoup de ses voisins. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup fait pour que les Français ne votent pas au premier tour. Il y a les questions de réglementation. On sait que la parité imposée un petit peu partout et l'impossibilité de panacher, de faire du tir au pigeon dans la petite commune, ça a dissuadé beaucoup de gens d'aller voter. Et plus largement, le spectacle que donne la classe politique depuis plusieurs mois, l'Assemblée, le macronisme finissant, tout ça c'est quand même assez décourageant. Mais on constate quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés voter, qui croient encore à la politique. Et moi je fais l'hypothèse qu'en 2027, il y aura quand même un moment de repolitisation, parce qu'on sait très bien que le destin du pays va se jouer en grande partie en 2027. On a eu beaucoup de communes où il n'y a pas pu avoir de deuxième liste parce que le principe de la parité fait qu'on ne trouvait pas le nombre de candidats suffisant. Est-ce que vous pensez, sans porter atteinte au principe de la parité qui est tout à fait respectable et légitime, est-ce que alors ça serait dans des communes de certain nombre d'habitants, moins de 5 000, moins de 10 000, est-ce qu'on peut faire une parité avec quand même un quota minimum en disant voilà, pas plus de 75% du même sexe, alors que 100% de parité, c'est une entorse à la démocratie puisqu'il y a des Françaises et des Français qui n'ont pas pu se présenter à cause de ça. Est-ce que vous verriez c'est plutôt une bonne idée. Ouais. C'est plutôt une bonne idée. Ce serait un peu moins dogmatique, un peu moins radical. Et moi, je dirais surtout que c'est la combinaison de la parité totale imposée et la fin du panachage qui est vraiment ravageuse. Si on met bout à bout ces 2 réformes-là, il y a quand même eu beaucoup de situations où les citoyens, ils avaient une seule liste et ils pouvaient même pas choisir parmi cette liste les candidats qu'ils préféraient. Donc, quand on est dans cette situation, à quoi bon aller voter ? C'est peut-être ça qui a nourri l'abstention aussi. Adrien Matou, en ce lundi 23 mars, on peut considérer que le nouveau Front populaire, ancienne NUPES, est définitivement mort,
Ou à la présidentielle, il pourrait y avoir une recomposition, où les clivages sont tels et les mots ont été tellement violents que c'est irréversible. Moi, je suis prudent parce que la perspective, parce qu'il faut toujours être prudent déjà, et puis parce que la perspective de conserver des sièges à gauche amène quand même l'Union à ressusciter à intervalles réguliers. On a eu la NUPES, on a eu le NFP, là on a eu une union antifasciste qui était un NFP qui ne disait pas son nom. Union technique. Ce qui est vrai, en revanche, il y a eu la fusion technique. Ce qui est vrai en revanche, c'est que visiblement il y a beaucoup d'électeurs, notamment socialistes, qui vraiment rechignent à suivre ces consignes-là, que ça s'effrite un petit peu, et que dans le cadre d'une présidentielle, on ne sait pas si déjà la gauche est en mesure de se qualifier pour le second tour, et si dans ce cas de qualification d'une personne de gauche au second tour, est-ce que les électeurs iraient docilement, j'ai envie de dire, faire ce barrage-là? On peut se poser la question après les résultats de ces municipales. Je disais je suggérais dans mon humeur que les succès emblématiques de la France insoumise, notamment à Roubaix et à Saint-Denis, étaient probablement liés à la mobilisation de nos concitoyennes et concitoyens issus de l'immigration, un peu charmés, par les diatribes de Jean-Luc Mélenchon, leur disant vous êtes isolés, vous êtes trahis, c'est un pays raciste, un pays xénophobe. Est-ce que vous pensez que ça a peu joué? Quand on voit sociologiquement, il y a une probabilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la France insoumise joue tellement de manière évidente sur cette note-là, avec cette rhétorique autour de la Nouvelle-France, le discours sur Gaza, sur l'islamophobie, sur le racisme en France qui serait structurel. Voilà, il y a cette tonalité identitaire et ouvertement mobilisée par LFI, donc on peut évidemment faire l'hypothèse que ça a joué. Après, je constate quand même que il y a beaucoup de communes déjà de cette banlieue qui ont voté pour des maires sortants socialistes ou même de droite. Donc ça marche pas à tous les coups. Oui. La preuve, on peut citer sur les doigts de la main les communes où LFI a gagné. Et deuxième argument, les chiffres de participation montrent que la participation reste toujours assez faible dans ces villes-là. Donc LFI n'a pas réussi son pari de surmobiliser les habitants de ces villes de banlieue. Ce sont peut-être des anciens électeurs qui se sont abstenus, et ces électeurs-là qui ne votaient pas jusqu'à présent se sont mis à voter. Ça, on ne le saura jamais. C'est possible. Ouais, c'est difficile à dire, effectivement. Bon. En tout cas, on constate qu'il y a beaucoup de bureaux de vote de quartiers populaires où LFI ne surperforme pas spécialement. C'est clair. Adrien Matou, merci d'avoir pris sur votre précieux temps de directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Je pense que vous avez une journée active. Et puis, je vous dis à bientôt, parce que j'aurai besoin de vos lumières, certainement pour d'autres événements politiques. Merci. Les résultats des municipales définissent-ils déjà l'issue de l'élection présidentielle en 2027 ? Il faut être prudent, bien sûr, mais on se pose la question, et on se la posera avec Guylain Benessa, avocat et auteur de Nos vrais maîtres, paru aux éditions de l'Artilleur dans un petit instant. N'hésitez pas à nous le dire aussi par téléphone en direct au 0826 300 300. Ce sera juste après les perles. À tout de suite sur Sud Radio. Cette semaine, écoutez le Grand Matin Sud Radio et ayez un temps d'avance en gagnant votre station météo connectée SW404 de Lacrosse Technologies, le leader français des données météo. Grâce à elle, soyez informés des prévisions. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Et pour commencer, bien sûr, c'est l'information du jour, la mort de Lionel Jospin, ancien Premier ministre, entre autres sous Chirac, figure du Parti Socialiste et de l'Union de la Gauche. Oui, il meurt au lendemain d'un deuxième tour des municipales, j'allais dire relativement historique dans les chiffres et les nouvelles distributions du paysage, nouvelle redéfinition du paysage politique, auquel il n'est pas étranger, Lionel Jospin. Donc, il a été patron du Parti Socialiste quand Mitterrand a été élu président de la République. Ensuite, il a été candidat 2 fois à la présidentielle en 95 et en 2002. Il a été Premier ministre quand Jacques Chirac a dissous l'Assemblée nationale en 97. Contre toute attente, la gauche l'emporte et Lionel Jospin devient Premier ministre. Alors, Lionel Jospin, un homme intègre, un patriote sincère, ancien trotskiste. On a su d'ailleurs ensuite qu'il avait gardé des liens très forts avec les dirigeants du mouvement trotskiste, y compris quand il était Premier ministre. Mais peut-être peut-on penser, c'est pas parce qu'il est mort qu'on est obligé de lui cirer les pompes. On peut dire ce que nous pensons est la vérité. Je pense qu'il est largement à l'origine du score de 1,75% de Anne Hidalgo à la présidentielle de 2022. Lui et son acolyte François Hollande ont quand même été les fossoyeurs d'une certaine idée du parti socialiste. Jospin, c'est
c'est quoi? C'est des phrases terribles. Comme l'État ne peut pas tout. Il est Premier ministre de la République, il y a une crise sociale terrible. L'État ne peut pas tout, donc ça veut dire débrouillez-vous. Mon programme n'est pas socialiste. Alors bon, d'accord, c'est une forme d'aveu. On veut bien admettre qu'il n'y avait pas de doctrine proprement socialiste, mais dire comme ça mon programme n'est pas socialiste, effectivement, pour l'électorat de la gauche, c'était assez étonnant. C'était en 2002. C'est lui qui invente le sentiment d'insécurité qui va être appris par Monsieur Dupond-Moretti. Il n'y a pas d'insécurité, c'est un sentiment d'insécurité. Plus grave, la loi d'orientation sur l'école de 1989, l'élève au centre du système, c'est lui qui installe les pédagogues dans le système de l'éducation nationale, c'est à Lionel Jospin, ministre de l'éducation nationale, que l'on doit l'essentiel de ce qu'est devenu la fabrique du crétin. Pire encore, la décision cruciale de saisir le Conseil d'État face à la première affaire du voile en 1989 à Creil, au lieu de trancher lui-même en tant que ministre, en tant qu'homme politique, au lieu de rappeler la circulaire Jean Zé qui dit bien qu'il ne peut pas y avoir de tenue ostentatoire à caractère religieux, il met la poussière sous le tapis et le confie au Conseil d'État pour dire finalement chaque proviseur décidera. La non-renégociation du traité d'Amsterdam. Il s'était engagé pendant sa campagne de 97 à le renégocier, qui était une libéralisation totale du marché européen. Le sommet de Barcelone sur l'abandon des services publics. L'Europe n'avait plus à protéger les services publics, il fallait au contraire transférer au privé le maximum de lois. Voilà. Alors on ne sait que choisir pour lui rendre hommage. Je suis désolé, la gauche n'a pas à le pleurer. Respect à son âme, ce fut un homme politique intègre, je le dis, mais en termes d'orientation de gauche et de bienfaits pour le pays, ce fut peut-être le pire de tous les premiers ministres. On a reproché aux Français de ne pas s'être davantage mobilisés pour les municipales, mais vous a-t-on parlé de cette commune avec un taux de participation de quasi 100%? Romazières en Charente, charmante petite commune. Alors, situation inédite, premier tour. 100% de participation, je vous donne les chiffres, 28 contre 28. Alors normalement, chaque fois qu'il y a que deux listes, il y a qu'un tour, puisqu'il y en a forcément une qui gagne. Ça a été le cas dans 23 000 communes de France. Donc 28 contre 28, deuxième tour. Deuxième tour, 100% de participation. Je vous donne le score, 29 contre 29. Alors ça, c'est un cas inédit. Alors je crois savoir, je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais je connais le cas de figure, la prime au plus ancien, et je pense que si la tête de liste la plus âgée sera celle normalement qui, dans l'élection, sera validé. 28, 28, 29, 29, 100% de participation. La démocratie française se porte bien en Charente. On suivra quand même l'actualité pour savoir comment ça a évolué. Il y a 8 ans, Maude, le colonel Arnaud Beltrame sauvait une vie à Trèbes et donnait la sienne. Il s'est échangé auprès du preneur de tâches, ça lui a coûté la vie. Personne n'a oublié son action. C'est à ce jour vraiment le héros de la nation, le plus récent en date. Un homme qui a donné sa vie, risqué sa vie pour sauver quelqu'un d'autre. Personne n'a oublié, encore moins son frère Cédric, qui a publié une lettre ouverte hier sur X, une lettre adressée à Arnaud, aujourd'hui, pardon, pas hier, à ses frères d'armes, à Julie, qui lui doit sa vie, et à la France. Dans cette lettre, Cédric Beltrame rappelle les faits. Le 23 mars 2018, son frère Arnaud se trouve confronté à une prise d'otage dans le Super U de Trèbes, au cours de laquelle le terroriste islamiste Radouane Lagdim a déjà tué 2 personnes. À 11h28, Arnaud Beltrame entre dans la salle des coffres du supermarché où le terroriste s'est replié. Il se substitue au dernier otage retenu, Julie Grand, une caissière du magasin âgée de 40 ans. Son face-à-face avec le terroriste durera près de 3 heures et s'achèvera dans le sang. Arnaud Beltrame réclame l'assaut en tentant de désarmer le terroriste. Personne ne l'entend. Il reçoit 2 balles et est égorgé. Il succombera à ses blessures quelques heures plus tard dans la nuit du 23 au 24 mars 2018. Cédric Beltrame veut que les choses soient dites. Depuis 2023, il rappelle que 70% des individus impliqués dans des projets d'attentats sont âgés de moins de 21 ans, sont radicalisés et nourris à la propagande de Daesh sur les réseaux sociaux. Arnaud est mort parce que cette menace est réelle, écrit-il. La France doit nommer ce à quoi elle est confrontée. Le terrorisme islamiste, pas une menace abstraite, pas une violence sans origine, un projet idéologique qui veut sa destruction. Les appeler par leur nom, c'est déjà leur résister. Voilà les mots de Cédric Beltrame, l'hommage d'un petit frère à son héros. Ça contraste avec l'ignominie de l'extrême gauche qui, je le rappelle, avait entonné lors d'une manifestation. On n'entend plus chanter Arnaud Beltrame. Ils avaient tagué des injures à son égard dans un squat à Brest. Ce à quoi Cédric a répondu ceci, et je terminerai par là: vous pouvez salir un mur, vous ne salirez pas son nom. Honneur au colonel Arnaud Beltrame.
Une femme de 30 ans est suspectée d'avoir menacé de tuer des enfants dans une école maternelle. Oui, ça se passe à Taverny dans le Val d'Oise. Un message de menace contre les enfants en disant on va vous tuer au nom d'Allah. Enquête évidemment immédiate. C'est Florence Portelli, députée LR, qui alerte la préfecture. Enquête de police et finalement c'est une maman dont l'enfant est à cette maternelle qui est à l'origine de ce message. Peut-être on ne sait pas encore, une vengeance terrible quand même d'avoir une maman qui a ses enfants et qui envoie un message à connotation confessionnelle, islamiste, pour menacer les enfants de mort. C'est d'une extrême violence. Elle passera en jugement en septembre. Je pense que la section va être assez lourde. Vous vous souvenez de l'évasion de Ganito le 7 mars dernier, retrouvé le 20 mars et réincarcéré. Eh bien, l'histoire ne s'arrête pas là. Alors, incroyable, Ganito a été arrêté finalement dans un village vacances des Pyrénées-Orientales. Vous vous souvenez de son évasion? Des fonctionnaires du ministère de la Justice déguisés en fait se présentent avec une convocation par le juge d'instruction des peines. On fait sortir, les fonctionnaires de la prison laissent sortir Ganito, et puis finalement c'est pas une convocation, c'est une évasion. Et les deux auteurs seront arrêtés avant que l'on sache l'évasion de Ganito sur un parking de la région parisienne, parce que leur comportement était succès. Et on apprend qu'en fait, ce qui a permis cette évasion, c'est qu'une ex-surveillante de prison était tombée amoureuse de Ganito, qui est peut-être un joli garçon, et c'est elle qui est, non, en plus, c'est mon avis personnel, mais franchement. Et cette ex-surveillante de prison, qui aujourd'hui évidemment est en prison, affirme qu'elle est enceinte. Donc une histoire d'amour dans une tragédie judiciaire. Voilà de quoi la vie est faite. En tout cas, voilà, Ganito a été arrêté. Tout bien mal acquis ne profite jamais. Alors, ma chère Maud, je vais vous lancer sur cette... Je suis tombée sur une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, mais pas exactement celle à laquelle vous attendiez, c'est-à-dire... Eh ben, c'est un titre trompeur du Parisien qui au départ m'a donné le sourire, m'a même rassuré. Le titre c'était « 1 an après le vol de son costume, Chantal Goya a retrouvé son Pandi Panda ». Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, ça me tient à cœur, Pandi Panda. Vous connaissez, alors ça fait pas vraiment partie de mon enfance, plutôt de celle de mes parents. Pandi Panda, vous savez, c'est l'un des personnages mythiques des chansons de Chantal Goya, avec Bécassine notamment. Et lors de sa dernière tournée, le costume historique a été volé en coulisses à l'issue d'un concert en Alsace, ce qui a provoqué l'émoi de ses fans et du monde artistique. Julien Doré, qui se déguise aussi en panda dans ses spectacles, lui avait même donné l'un de ses costumes en attendant que l'original soit retrouvé. Il n'a pas été retrouvé. On pensait donc que c'était le cas avec ce titre, mais c'est la costumière qui avait créé Pandi Panda en 84 qui a retrouvé le moule original et qui va donc reproduire le même costume. Pandi Panda sera donc de retour sur la scène du Palais des Congrès à Paris ce dimanche. Bécassine, c'est ma cousine ou ma copine? Voilà, je sais pas. Parce que Julien c'est mon copain. Julien, c'est mon copain. Allez, voilà, on va terminer comme ça parce que je crois que ça va beaucoup trop loin. On continue de parler des municipales dans un petit instant avec Guilain Benessa, parler de l'impact des résultats de ces municipales sur l'élection présidentielle en 2027. N'hésitez pas à nous appeler en direct au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas, Maud Koffler. Les résultats des municipales nous donnent-ils une certaine idée de la France de 2027, de son électorat et de la composition des équipes qui s'aligneront sur la ligne de départ à la présidentielle? On en parle avec Guilain Benessa, avocat et auteur de Nos vrais maîtres, paru aux éditions de l'Artilleur. Bonjour. Bonjour. Bonjour Guilain Benessa, merci d'être avec nous sur Sud Radio aujourd'hui. Je vais faire appel un petit peu à votre marque de café avec votre boule alors on dit pas voyeuse, on dit voyante, n'est-ce pas? Sans revenir sur mon échange avec mon confrère Adrien Matou, donnez-moi juste votre humeur sur ce deuxième tour. Mais ensuite, il faudra qu'on fasse de la politique fiction. Mais j'ai quand même envie que vous me disiez, voilà, est-ce que quelque chose s'est passé? Alors je vais vous dire, rien du tout. C'est-à-dire que, à part l'illisibilité de l'ensemble et des confirmations, honnêtement, je pense qu'il faut, là, je suis pas le genre à dire ça, mais il faut raison garder sur les résultats, parce que je pense que ce second tour a surtout confirmé la tripartition, confirmé des zones où le RN est très implanté, et je vois juste une chose, Perico, si vous me permettez, une chose qui me paraît importante. Je vous le demande, je vous permets pas, je vous le demande. Non, mais
Une chose qui me paraît très importante quand même, c'est que sur les très grandes villes, alors Lyon et Paris, les écologistes qu'on annonce perdants partout ont une implantation quand même très visible et très importante dans les grandes villes, ce qui veut dire qu'il faut distinguer, à mon avis, par échelon de densité de population. Dans les villes comme Paris, les écolos sont là et bien là, et je pense que le raz-de-marée de 2020 ou 2021 n'était pas un feu de paille, et par contre, plus on baisse, plus ça tombe, plus ça résiste, et plus on retrouve de la droite, voire du RN lorsqu'on s'éloigne des villes. À mon avis, ça me paraît un élément fondamental. Guilain Benessa, nous sommes d'accord, il y a un socle écologiste en France, on le sait, mais comme le reste de l'électorat en 2020, pour des raisons de santé, n'était pas allé voter, leur score a été multiplié par l'absence des autres. Et aujourd'hui, on est revenu à un étiage tout à fait normal. Pour autant, la consigne de vote du Parti Socialiste, faites que je fais pas ce que je dis, pas d'accord national, mais par contre, localement, vous pouvez accorder la solidarité, le soutien de la France Insoumise, les électeurs de gauche, ça c'est un signe politique. Les électeurs de gauche ont dit non, on n'y va pas, on n'en veut pas. Les électeurs de gauche ont dit non, je suis d'accord, mais je reste circonspect quant au fait que ce ne soit pas autre chose qu'un coup d'épée, qu'un coup d'épée dans le haut, en tout cas qu'une défaite ou qu'une semi-défaite temporaire. Pour une raison simple, c'est que qu'on le veuille ou non, les alliances qui ont été fabriquées et faites un peu, alors les alliances, les fusions techniques, les alliances, etc., je pense qu'elles sont quand même le fruit d'un travail de fond et d'un travail de sape effectué par LFI depuis quelques années, alors qu'aujourd'hui, finalement, le PS est perdu grâce à ces alliances ou à cause des alliances réalisées avec le LFI, ne dit pas grand-chose de ce que le PS fera avec LFI en prévision des présidentielles. Je pense honnêtement qu'il y a encore une résistance locale. Je pense que certaines personnes ont été échaudées par la position d'LFI dans certains endroits et par les positions d'ailleurs nationales. Je pense à David Guiraud, à certaines de ses phrases, à Jean-Luc Mélenchon, mais n'oublions pas qu'au second tour des municipales hier, il y avait des candidats un peu sympathiques, j'allais dire, des candidats d'hiver droite, des candidats modérés, qui faisaient office de bouée de sauvetage pour le second tour, alors qu'à la présidentielle, ce sera clairement un choix pour l'un ou pour l'autre, a priori au second tour. Il n'y aura pas ces bouées de sauvetage modérées qui permettent de tempérer les alliances. Je pense que vous savez, je pense que le scrutin des municipales, grâce justement à cet embrouillamini, propose des configurations et des situations qui sont beaucoup plus des bouées de sauvetage, des rattrapages potentiels que la grande cuisine qui va commencer à la présidentielle avec un premier tour où ils sont 20 ou 15 et un second tour où il y en a 2. Vous voyez, ça permet des zones tampons lors des municipales. Tout à fait. Dernier point sur ce décryptage, les deux grands succès de la France Insoumise, Roubaix, Saint-Denis et puis ensuite Creil, est-ce que peut-être qu'une partie du vote, il y a eu un vote communautaire, c'est-à-dire que les Français issus d'immigration ont été séduits par le discours de Mélenchon et se sont mobilisés à cette occasion, en partie. Exactement. Alors là, c'est le travail de Jean-Luc Mélenchon depuis quelques années. Je pense que là-dessus, on peut pas dire le contraire. Les seules, entre guillemets, vraies victoires de la France Insoumise auront été des victoires dans des endroits qui sont électoralement travaillés en ce sens. Vous savez, je pense que le symbole de Saint-Denis dont on parle depuis une semaine, c'est pas rien. C'est-à-dire que premier tour. Il y a quelque chose. Premier tour. Au premier tour, exactement. Mais il y a quelque chose comme, vous savez, je suis désolé d'employer cette expression, mais cette grande question du grand remplacement dont on parle, qui fait maintenant l'objet de toutes les attentions, d'ailleurs autant du côté de Jean-Luc Mélenchon que du côté d'Éric Zemmour, je pense que cette problématique, elle est à l'œuvre, qu'on le veuille ou non, elle les sème petit à petit, et c'est évident que David Guiraud à Roubaix a travaillé la chose de cette façon-là, que Saint-Denis a été un laboratoire pour la France Insoumise. C'est évident que Mélenchon a intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus de Saint-Denis, alors que d'autres se révoltent à l'idée qu'il y en a de plus en plus. Mais c'est, à mon avis, le grand clivage de notre temps. On l'a un peu évité en partie au second tour. Il n'empêche, cette fameuse France de demain, ce sera peut-être demain le grand combat qui va commencer. Guilain Benessa, avant de faire un peu de projection pour 2027, nous avons Dominique qui nous appelle du Roussillon. Bonjour Dominique. Oui, d'où nous appelez-vous? C'est grand le Roussillon, c'est grand, c'est beau et c'est grand. Je vous appelle donc du Luberon et je suis... Ah bon, donc c'est pas... Ah non, pardon, c'est péage en Roussillon. Oui, vous confondez, moi je suis dans Non, parce que sur mon écran il y a marqué Roussillon, c'est le nom de votre commune, péage en Roussillon, donc vous êtes dans le Vaucluse. Vous êtes dans le Vaucluse. Voilà, je vous écoute Dominique. Comment avez-vous vécu ce deuxième tour des municipales? Alors moi je l'ai vécu avec énormément d'enthousiasme parce que j'adore la politique comme beaucoup de Français.
Mon constat est un petit peu différent de tout ce que j'entends au niveau commentaire aujourd'hui, parce que moi je constate avant tout une chose, c'est que le macronisme n'existe plus du tout. Pire que ça, c'était même le mistigris. Je vais prendre pour exemple mon ancien lieu de vie qui était les Alpes. Vous avez Antoine Armand, ancien ministre macroniste qui a été élu, qui n'a eu de cesse pendant toute sa campagne, écoutez bien, pendant les 2 mois de sa campagne, de clamer haut et fort, et je reprends sa phrase mot pour mot, le prochain qui me dit que je suis un macroniste ou que j'ai été macroniste, je le fous dans le lac. Non mais vous vous rendez compte que quand même un ancien ministre macroniste qu'il a été il y a à peu près 1 an est capable aujourd'hui de dire que si on lui rappelle qu'il a été macroniste, on le fout dans le lac. Idem à Chamonix où un député macroniste s'est présenté, il a fait un score, il s'est fait ratatiner et il n'a eu de cesse pendant toute sa campagne de dire non, moi je n'étais pas macroniste, moi j'étais engagé en politique, j'avais l'étiquette macroniste mais je l'ai quitté, je ne suis plus macroniste. Écoutez, ça démontre une chose, c'est que si on prend ça et que l'on le projette au niveau national, le macronisme est mort. Regardez Rachida Dati qui a eu cette étiquette macroniste aujourd'hui. Elle s'est fait ratatiner parce qu'en fait les gens ont besoin de clarté. Ils ont besoin de savoir qui est de droite, qui est de gauche, qui a un projet de droite, qui a un projet de gauche, et puis qu'on parle des projets, de la vision, quelle va être la stratégie, où on va se trouver dans 5 ans, où on va se trouver dans 10 ans, chose qu'on n'a pas vécue. Vous savez, le en même temps, je finis là-dessus, le en même temps, essayez d'avancer en soulevant en même temps votre jambe droite et votre jambe gauche. Vous n'y arriverez pas, vous ferez du surplace. C'est ce qui nous a été contraint pendant 10 ans. Aujourd'hui, les Français ont besoin d'avancer sur la droite, puis alternativement sur la gauche. Mais le en même temps du macronisme, ça n'est pas possible. Et le en même temps que veut essayer de faire le socialisme, c'est-à-dire en même temps socialiste, mais en même temps extrême gauchiste, ils vont avoir la même punition s'ils continuent. Bien sûr, Dominique, on peut même considérer que le mauvais score ou la non-victoire de Monsieur Aulas est peut-être dû au fait qu'il a souvent à la télévision fait allégeance à Emmanuel Macron. Guylain Benessa, le macronisme, là, alors première étape de notre vision pour 2027, le macronisme, ça y est, c'est la page est tournée, ou il peut encore un petit peu bouger, il peut vivoter à travers d'autres personnalités comme Édouard Philippe ou comme Gabriel Attal, si tant est qu'il soit encore macroniste. Vous savez, en fait, le macronisme, alors Macron est l'inventeur formel du macronisme, naturellement, mais en réalité, le macronisme, c'est une certaine façon de faire la politique depuis les années 80. C'est-à-dire qu'en fait, depuis qu'en grande partie Mitterrand a laissé tomber les grands idéaux socialistes, les a-t-il même eu dans sa vie vraiment? Mais c'est un autre débat. Depuis qu'il s'est rallié à l'économie de marché, 83, mais le virage de la trahison de 83. Exactement, avec la trahison de 83, le tournant de la rigueur, comme on disait alors. Depuis cette période, en réalité, droite et gauche confondues ont exprimé l'idée qu'il n'y avait qu'une grande direction, qui était globalement l'Europe. L'Europe avec l'économie de marché, l'ouverture de la concurrence, le sans-frontiérisme, etc. En fait, je pense que Macron est simplement l'espèce de catalyseur ou de synthèse de ces deux façons de faire, qui étaient en fait la même, hein, la droite européenne et la gauche européenne, on peut dire, qui s'est résolue dans le macronisme. Alors, que le macronisme sorte de l'histoire aujourd'hui en qualité de macronisme, le mot, pourquoi pas, mais je pense très honnêtement qu'Édouard Philippe, c'est simplement Emmanuel Macron avec moins de cheveux, je veux dire, ou avec de l'alopécie, je veux dire, qui transforme un petit peu son visage petit à petit, mais c'est du macronisme repris au goût du jour, et en réalité, sa victoire au Havre confirme qu'à mon avis, il va être le champion du macronisme. Est-ce que le macronisme va sortir de l'histoire aussi vite qu'il est apparu? Je pense que le philippisme, si je puis dire, va être un nouveau macronisme. Mais reste à voir s'il gagnera l'élection. Alors justement, est-ce que les résultats d'hier permettent aujourd'hui de faire non pas des projections, j'allais dire statistiques, mais des projections politiques, indéniablement, et d'ailleurs il y a même eu des sondages sortis des urnes qui ont été diffusés, notamment sur RTL, annonçant Jordan Bardella. Alors à 35% face à Édouard Philippe, à 36% face à Gabriel Attal, suivant Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon, 4e avec 11%. C'est un paysage qui vous semble plausible ou non, cette répartition? Il reste encore plus d'1 an. Hein. Est-ce que pour autant ça semble se définir comme ça au vu des résultats d'hier soir? Écoutez, il y a 2 semaines, je crois, on en a d'ailleurs parlé tous les deux, il me semble, Perico, il y a 2 semaines, un sondage donné Jean-Luc Mélenchon... Au 2e tour. Voilà, mais donné Jean-Luc Mélenchon exactement au 2e tour. Alors, Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours la même histoire. Actuellement... Il est sous-coté dans les sondages et au scrutin, il fait plus.
Exactement. Il a toujours eu le sprint final d'un pas allègre, si je puis dire. Donc il monte et il finit à 14, 15, 16, voire plus. Donc Jean-Luc Mélenchon, je l'écarterai jamais d'un second tour, et je pense qu'il est constamment sous-évalué, et on pense même que sa stratégie du choc, qui est une stratégie d'un populiste de gauche assumé, d'Ernesto Laclos, de Chantal Mouffe, il le travaille, il l'assume et il le balance à la face du monde. Est-ce que ça marchera? Peut-être. Maintenant, sur la configuration générale, en fait, je resterai extrêmement sceptique quant à l'idée de savoir qui est le deuxième. Je pense que Jordan Bardella, effectivement, les sondages le testent à la même hauteur en quelque sorte que Marine Le Pen. Je resterai un peu mesuré parce que Marine est implantée, et si vous lisez, vous savez, Jérôme Fourquet et d'autres, vous vous rendez compte que souvent le RN est un marinisme. C'est-à-dire que les gens ont besoin, en France périphérique, ils attendent Marine Le Pen comme étant la figure qui les représente. Le grand leader. Exactement. C'est Maman Le Pen, j'ai envie de dire d'une certaine manière, pour les classes populaires qui l'attendent. Donc, Jordan au même niveau, je resterai un peu plus mesuré. Et ensuite, le problème, c'est qu'Édouard Philippe va devoir à la fois se projeter, mais conserver une espèce de bilan. Il est le conservateur ou le représentant du macronisme, un peu comme Gabriel Attal. Est-ce que ceux-là parviendront à faire la rupture avec le macronisme tout en le reprenant dans leur compte? Peut-être. Moi, je pense simplement, et je finirai avec ça, Perico, que en fait, la vraie question, ça va être de savoir est-ce que LFI et le RN vont s'auto-annuler en quelque sorte dans une stratégie du choc qui permettra au centre de conserver quelque chose comme un socle attirant, si je peux dire, ou est-ce qu'au contraire, les gens en ont ras-le-bol du macronisme à tel point que quelque part, ils vont choisir leur camp de façon définitive. Il y a un trou de souris pour le centre, mais je reste un peu sceptique. On aura l'occasion d'en reparler, Guilla Benessa, je ferai appel à vos services parce que ça va se décanter petit à petit d'ici mai 2027 et on aura... Merci pour ce témoignage en tout cas, à très bientôt. Vous restez avec nous, je reçois le capitaine Nicolas Brault qui a écrit un livre, Donner l'ordre ne suffit pas, ce que les hommes sans nom m'ont appris pour servir à tous. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'armée? Comment on commande? Qu'est-ce qu'un chef? Et pourquoi il ne suffit pas de donner des ordres? Il faut aussi avoir les moyens de les donner. À tout de suite sur Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso prendra votre appel pour interroger ou poser des questions au capitaine Nicolas Brault. La France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce lundi 23 mars 2026, il est 13h04 et je reçois le capitaine Nicolas Brault. C'est un jeune homme en face de moi. Il a une bonne tête de soldat. C'est pas les généraux un petit peu à la retraite que l'on voit sur les plateaux et qui refont le monde avec tout le respect que je leur porte. Nicolas Brault est l'auteur de Donner l'ordre ne suffit pas. C'est une phrase en soi qui raconte beaucoup de choses. Il explique qu'à travers cet ouvrage, qui est un ouvrage pédagogique, politique, qui comprend beaucoup de choses, très facile à lire parce que c'est une auto-interview. Il se pose des questions auxquelles il répond. Pas tout le temps, mais il arrive à décrypter ainsi ce qu'est aujourd'hui le fait militaire et comprendre aujourd'hui, puisque nous sommes en période de guerre, nous avons un terrain de conflit en Ukraine depuis 2022, on a aujourd'hui un terrain de conflit au Proche-Orient, on voit des responsables politiques et moins souvent des responsables militaires qui donnent des ordres, qui font des déclarations, et pour résumer en 2 mots, Nicolas Brault, le capitaine Nicolas Brault nous explique que l'armée c'est tout sauf de la communication. À un moment donné, il faut communiquer. Mais on communique pas si on n'a pas, comme disait Staline, combien de divisions. Or là, mon capitaine, ce que les hommes sans nom m'ont appris peut servir à tous. Vous parlez de la Grande Muette, vous n'êtes pas grand muet. Aujourd'hui, en 2026, l'armée française, elle repose sur quoi pour être crainte et respectée? D'abord, elle n'est pas en guerre, mais les soldats qui se battent aujourd'hui, qui sont déployés au Moyen-Orient par exemple, eux, ils sont en permanence en guerre, sur le pied de guerre, pour que les Français soient en paix. Je tenais à apporter cette précision avant de commencer. Pour eux, le fait qu'on soit ou non dans une guerre, au sens où les civils l'entendent, ne fait pas de différence. Un marin qui quitte la rade de Toulon à bord de son sous-marin, de son porte-avions, il est évidemment en guerre, quelle que soit sa destination. Il est sur le pied de guerre, il se prépare à toute éventualité. C'est vrai aussi pour l'aviateur, le soldat qui part en montagne, etc. Sur le titre et ce que l'armée peut apporter, je citerai un général qui est un de mes premiers chefs, le général de la Bardenie. C'est un peu lui qui a inspiré ce titre. Il me disait, il n'y a rien de plus simple
que de donner un ordre. Donner un ordre, tout le monde peut le faire. Ce qui est difficile, c'est de contrôler cet ordre quand il n'est pas respecté, quand les délais ne sont pas tenus, d'aller sanctionner, quand ils le sont, de récompenser. Donc contrôler l'ordre, c'est beaucoup plus difficile. Et ce qui est encore plus dur, l'échelon supplémentaire, c'est de diffuser une culture, de diffuser un esprit d'équipe qui permet à chaque individu de s'engager dans le projet commun et de se donner finalement les ordres à lui-même. Vous donnez d'ailleurs des citations qui vont en ce sens. Donner l'ordre ne suffit pas. Est-ce qu'il faut d'abord, bien entendu, question évidente, avoir les moyens de cet ordre? On peut donner un ordre, donc il y a de la préparation, et l'ordre doit être proportionnel aux moyens dont on dispose. Pour être respecté, il faut être craint. Un ordre, quand on le donne, il faut être sûr de pouvoir l'appliquer, et que les hommes auxquels vous le donnez auront à la fois la conviction, une forme de ferveur, et les moyens de l'appliquer. En stratégie, on dit qu'il y a 3 choses. On a les fins, les moyens et les manières d'accomplir une mission. En effet, cette question des moyens, elle est première. C'est une préoccupation constante dans les armées. Elle se joue surtout à un niveau qui n'est pas forcément le mien, qui est le niveau stratégique, donc à haut niveau, un niveau politico-stratégique. Moi, en humilité, capitaine d'une petite unité sur le terrain, des petits groupes d'hommes, j'ai cherché à partager ce que je connais à mon niveau, c'est-à-dire comment emmener 30, 40 bonhommes au service d'une cause qui les dépasse. Vous racontez votre arrivée avec des instants un peu comiques. Vous arrivez à la caserne, ouais. La tenue vestimentaire. Ça fait penser au film La Grande Vadrouille avec le casque trop grand de Funès et très trop petit de Bourvil. Rien ne va, et votre adjudant vous dit, ici, c'est pas la mode, la taille, c'est soit trop petit, soit trop grand. Il y a rien qui va, et finalement, on s'adapte. Et puis bon, avec le capitaine, la première sortie en forêt, et vous dites là, on est tous paniqués, on est un peu brutalisés, 4h du matin, fausse alerte incendie. Il y en a un qui arrive avec sa couverture orange en disant, les nids fugés, et tout le monde se met en vadrouille. Vous avez connu la même, je pense, dans votre service militaire. J'ai connu la même, je ne vais pas tout raconter, mais c'est vrai que ça ressemblait pas mal. Il y avait pourtant peut-être 30 ans d'écart entre votre mobilisation et la mienne. Et vous dites, quand je suis dans cette forêt, transit froid, je vois l'eau pour la première fois de ma vie, de façon un petit peu c'est rudimentaire. Et puis et vous dites, je comprends ce que je fais là. Voilà, j'ai la certitude de ne pas m'être trompé dans mon engagement. Ce que je voulais, ça introduit le livre, c'est m'opposer à cette vision du sens qu'on retrouve beaucoup dans les médias aujourd'hui, cette idée qu'il faut, pour engager les jeunes, leur donner du sens. Je crois que mes premiers instants dans l'armée prouvent exactement l'inverse. Les premières heures, les premiers jours dans l'armée, on est confronté aussi à beaucoup d'absurdités, alors même qu'on vient pour servir la nation, la patrie, quelque chose qui a beaucoup de sens. Et pourtant, au quotidien, comme dans n'importe quel métier, il y a des tâches rébarbatives, il y a des moments d'absurde, comme dans n'importe quel collectif. Mais là où, dans l'armée, j'ai trouvé une réponse, et je le dis dans ce chapitre, c'est qu'on m'a pas forcément donné du sens, on m'a d'abord donné des sensations, des vibrations au quotidien, le sentiment de vivre quelque chose que mes camarades du même âge n'ont pas vécu ou ne vivent pas forcément. Ça, je trouve que c'est très fort pour emmener un collectif. L'armée m'a pas donné du sens, elle m'a donné parfois des sens interdits, c'est-à-dire une limite gauche, une limite droite, dans laquelle on peut parler de repères. Des repères. Moi, j'aime bien utiliser le mot cadre. Un cadre, c'est ce qui donne une limite gauche, une limite droite, une limite haute, une limite basse, dans laquelle un artiste peut s'exprimer dans sa liberté. Le cadre comme un objet, mais aussi comme un manager. On n'a jamais remplacé le mot manager dans l'armée. Par contre, il faut s'y tenir, le cadre. Quand on est militaire, on s'y tient. Tant qu'on respecte ces limites gauche et droite, ces repères dont vous avez parlé, on peut avoir une liberté qui est extraordinaire. Regardez la liberté que j'ai aujourd'hui d'écrire, de vous raconter ce que je vous raconte. Parce que je respecte le cadre, qui est par exemple de la règle. Vous avez dû soumettre, pardon de vous interrompre, vous avez dû soumettre ce livre, ce manuscrit à l'autorité. Dans toutes mes expressions publiques, d'abord j'ai une règle à laquelle je crois n'importe qui d'entre nous devrait s'astreindre, qui est celle de vérifier ses sources, de faire du fact-checking sur les faits. Aujourd'hui, c'est vrai pour les journalistes aussi, je vous signale. Mais exactement, on est tous diffuseurs d'informations. Moi, quand je publie un texte sur les réseaux sociaux, je publie beaucoup sur LinkedIn, quand je publie un podcast, j'ai mon propre émission de radio et télé pour l'armée de terre où j'interroge des leaders civils et militaires, la moindre des choses avant de diffuser, d'appuyer sur le bouton, c'est de vérifier ses sources, vérifier ses faits. C'est pareil pour le livre. Je l'ai fait circuler de manière à être sûr que je mets pas un pied à droite ou à gauche de ces limites que j'ai évoquées. Ça, c'est un élément. Je vous demandais si vous aviez aussi l'autorisation de votre hiérarchie pour publier, parce que
vous parlez quand même de la chose militaire. Avez-vous eu besoin de l'aval ou pas? Ou vous avez publié? Oui, alors vous avez quand même demandé entre guillemets la permission. C'est pas comme ça que ça se passe, mais voilà, vous avez soumis quand même l'idée à votre hiérarchie. En fait, ça se fait. Vous êtes tenu à la réserve. En transparence. Bien sûr, ça se fait en transparence. Bon, il y a quelque chose qui m'étonne parce que tout le monde me pose cette question sur la liberté d'expression du soldat. C'est la grande muette. Alors quelqu'un qui parle, on se demande. Mais ça, c'est récent. C'est récent. Quand on regarde dans l'histoire, les officiers ont toujours publié. Regardez le capitaine de Gaulle, vous me le citiez hors antenne tout à l'heure. Le capitaine de Gaulle, à 30 ans, il publie Le fil de l'épée, il publie des ouvrages où il propose des perspectives, notamment sur la mécanisation à ce moment-là, le fait de s'armer avec des chats. C'était pas encore le général de Gaulle, c'était un jeune capitaine, d'ailleurs assez mal noté en école, et il présentait ses idées pour alimenter la réflexion de son niveau tactique, opératif, stratégique. Donc, les limites d'expression pour les militaires, puisque c'est la question que vous me posez, elles sont claires, pas de politique, pas de religion. Et en dehors de ça, on peut participer au débat public. Il y a une forme de laïcité. Un militaire vote, il peut croire, j'allais dire, en certaines divinités ou des confessions, mais sous uniforme, rien ne transparaît. Il est d'abord au service de la patrie et aux ordres de ses chefs. Exactement. Le règlement est très clair. On ne montre pas de signes religieux. Ça ne doit pas avoir de place dans notre service. Cependant, il est évidemment libre de croire ou de ne pas croire. La citation que vous mettez en exergue au début de votre livre, c'est une citation de Lucain, qui est écrit dans Pharsale. Ils ignorent que les épées sont données pour que personne ne soit esclave. Vous voulez dire qu'un soldat est d'abord un libérateur? Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, vous le savez. Cette phrase est très forte. Ils ignorent que les épées sont données pour que personne ne soit esclave. Je voulais rappeler une chose. L'épée, au sens large, c'est le commandement. C'est un symbole du commandement. Tous les écoliers connaissent ces portraits de rois sur lesquels le glaive, l'épée apparaît. C'est un symbole aussi de l'exécution. Je voulais rappeler que ce pouvoir, il vient avec une responsabilité. Ce pouvoir, il est un service public. Il est dans l'intérêt de tous. Et c'est ce sens seul que je voulais mettre dans cette citation. Rappeler que un officier, un sous-officier, un militaire du rang qui a des responsabilités comme tout chef, un manager, du directeur d'hôpital en passant par le chef d'une PME, le manager hospitalier, le coach d'une association, il a des responsabilités, il a un pouvoir. Ce pouvoir, il est adossé à une responsabilité de service public. Vous pouvez dire que la discipline est une valeur universelle. Pour qu'un système fonctionne, il faut qu'il y ait un minimum de discipline. Oui, alors c'est un mot qui a un peu perdu de son droit de citer il y a le mot dans le débat public. Exactement, il y a l'idée d'élever. Comme dans élève. Moi, je suis un ancien professeur, j'ai enseigné, alors pas très longtemps, mais en Seine-Saint-Denis. Un mot qui revient beaucoup, notamment dans le monde de l'entreprise, et qui pour moi est synonyme de discipline, mais qu'on s'autorise un peu plus, c'est la notion d'exemplarité. Qu'est-ce que c'est l'exemplarité? C'est d'abord suivre l'exemple. Au début de mon commandement, je voulais être exemplaire, c'était une obsession. Comment être exemplaire auprès de mes hommes? J'ai oublié que la première manière d'être exemplaire, c'est d'abord soi-même, de suivre l'exemple avant d'en donner un. Je dirais qu'il ne faut pas se demander comment être le meilleur chef pour ses subordonnés, il faut se demander comment être le meilleur subordonné pour ses chefs. Et si tout le monde fait ça tout au long de la chaîne, là, on crée de l'autorité, de la capacité à construire collectivement et à s'engager. Donner l'ordre ne suffit pas, nous dit le capitaine Nicolas Brault dans son ouvrage publié chez Michel Lafon, ce que les hommes sans nom ont appris peut servir à tous. Nous faisons un décryptage précis sur les réalités de la mission militaire, du rôle de soldat, de la hiérarchie, et en fait, le capitaine Nicolas Brault nous explique comment fonctionne une armée digne de ce nom, pourquoi elle peut gagner, pourquoi elle peut perdre. Il y a une éthique de l'armée. Vous nous appelez au 0826 300 300. Je suis sûr que vous êtes vous-même peut-être concerné, peut-être interpellé par aujourd'hui le rôle de l'armée dans notre vie politique, puisque nous sommes confrontés à deux terrains de conflit, qui est l'Ukraine et le Proche-Orient. Nous voyons souvent à la télévision, dans les radios, les médias, des chefs d'état-major s'exprimer, disant qu'il faut envoyer nos enfants en combat. Vous avez certainement une opinion sur le rôle de l'armée aujourd'hui. Qu'est-elle devenue? Est-ce que l'armée française nous protège? Est-ce qu'elle est respectée parce qu'elle est crainte? Et le capitaine Nicolas Brault répondra à ces questions au 0826 300 300. Vous nous appelez, Emmanuel Galasso transmettra votre appel. À tout de suite. Ces États
Perico Légas. Je reçois le capitaine Nicolas Brault qui a publié chez Michel Lafon « Donner l'ordre ne suffit pas ». La phrase est très forte. Ça veut donc dire qu'effectivement, on peut parler, on peut s'agiter, on peut faire semblant de commander, mais quand on en donne ordre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses en amont, beaucoup de choses derrière, une préparation, et surtout, capitaine Nicolas Brault, un lien de confiance et de respect mutuel avec sa troupe, avec ses hommes. La première mission de l'officier, c'est de donner l'exemple, c'est-à-dire d'en savoir autant que ses hommes et d'être irréprochable dans la vertu de l'ordre qui est donné. Je me permets de revenir sur une chose que vous avez dit avant la coupure, parce que c'est très important. Les chefs d'état-major n'ont pas demandé à nos enfants d'aller mourir sur le terrain ou de s'engager sur le terrain. Finalement, les phrases qui ont été données... Le général Fabien Mandon, SEMA, chef d'état-major des armées, a dit un jour, il faudra peut-être envisager à un moment donné l'idée, mais c'est vrai dans toute l'histoire de France. Tous les soldats qui sont allés depuis Alésia jusqu'à Dien Bien Phu, c'était des enfants de France à qui on a demandé d'aller se battre pour la patrie. Le problème, est-ce que c'est bien de le dire maintenant? Est-ce que c'est à lui à le dire dans le contexte actuel? Parce que l'Ukraine et la Russie... Il m'appartient pas de le commenter, je dirais simplement que, en fait, c'est dans l'hymne républicain. Allons enfants, c'est dans l'hymne républicain. Quand on est dans les stades de foot et qu'on le chante, on comprend la portée de ces termes. Ça signifie que tous, vous, moi, nous sommes des enfants de France. On doit, face aux perspectives qui sont les nôtres, d'un monde de plus en plus dangereux, on doit avoir en tête que ce pays, notre liberté, elle exige de l'engagement de chacun. Et c'est tout ce qui a été dit par le chef d'état-major des armées. Donc je tenais simplement à apporter ma vision sur cet élément. On ne fait pas son procès ici. Non, mais comme juste avant, vous aviez dit, voilà, engager les enfants. Bon, au premier degré, évidemment, c'est pas du tout le sens qu'il avait voulu donner à cette phrase. Et ensuite, finalement, ce n'est que la répétition de l'hymne républicain, qui est le fait que chacun d'entre nous, vous, moi, nous sommes des enfants de France. Le jour où sa liberté est menacée, nous devons nous engager pour la défendre. J'ai 67 ans depuis quelques jours. Le premier souvenir des chefs d'état-major des armées était le général Michel Fourquet, qui avait été un résistant proche du général de Gaulle, que le général, d'ailleurs premier aviateur qui prend le titre de SEMA. Je les ai connus ensuite durant mon service, je les ai tous connus. Après, je ne vais pas vous les citer. Personne. Aucun chef d'état-major n'a fait une déclaration à connotation politique parce qu'on lui demandait pas. Et si on lui posait la question, il disait vous référez au pouvoir politique dont nous dépendons. Donc on était étonné de voir alors peut-être, mais une possibilité, c'est que c'est un soldat qui agit sur ordre. Et si le président de la République lui a dit n'hésitez pas, mon général, à dire qu'à un moment donné, il faudra peut-être envisager que nous allions au combat. Voilà, c'est que la communication a évolué. Pour autant, vous dites bien dans votre ouvrage, un militaire n'a pas à communiquer sur ses états d'âme, sur ses visions, sur ses convictions personnelles. Il doit donner des ordres, qui est une communication, mais cette communication doit être assortie, j'allais dire, de valeurs, de principes. Et vous dites un chapitre qui s'appelle le serment de l'épée. Pourquoi un chef doit avoir une devise? C'est vrai, un chef doit vraiment avoir une devise? Moi, je recommande ça à toutes les personnes chargées d'âme, comme on dit, d'être responsables, c'est d'avoir une devise. Pourquoi? Parce que quand on a ce pouvoir du commandement, quel qu'il soit, encore une fois, il est très fort pour un soldat, il est très fort pour un militaire. Il a une autre forme quand on est un dirigeant de PME, un manager hospitalier, un prof. Et pourtant, ce pouvoir, il amène beaucoup de risques, comme l'abus de pouvoir. Et c'est pourquoi avoir un cadre éthique, une devise qui rappelle les valeurs sur lesquelles on s'est engagé, ça reste une boussole tout au long de sa carrière. On peut être dans des positions de commandement, embarqué dans des choix compliqués, face à des paradoxes. On peut voir aussi l'usure de son jugement au fur et à mesure où on est confronté à cette prise de décision qui est un métier difficile, qui est peut-être le métier le plus dur du monde. Saint-Cyr m'a appris à garder dans mon bureau le sabre que j'ai eu comme officier, et sur ce sabre, elle m'a demandé de graver une devise. Je la révélerai pas ici parce que c'est quelque chose que je voudrais garder pour moi. C'est dans le livre également, je ne la révèle pas. C'est une devise très personnelle, patriotique, philosophique, sans nous la révéler. C'est une devise personnelle qui, je pense aussi, avait l'immaturité de mon âge à l'époque. C'est pourquoi je préfère pas la révéler. En tout cas, l'important pour moi, c'est de fixer une devise qui nous rappelle nos valeurs. Des années après, quand on se retourne, qu'on a dans son bureau ce sabre, on se demande si on a été fidèle au serment qu'on a prononcé à 20 ans. En tout cas, il faut que cette devise, selon moi, soit inspirée par cette valeur de service qui est au cœur du commandement. Je rappelle que
tout capitaine que vous êtes quand même diplômé de Sciences Po Paris et de l'Académie militaire de Saint-Cyr, ça ce qui est plus logique. Vous dites à un moment, les diplômes durent moins que les serments. Ah, c'est quoi? Alors, il y a la devise et il y a le serment, c'est pas la même chose. Vous pouvez nous dire quel était votre serment? On le devine. Honneur et patrie. Ah, c'est une devise aussi. Le serment à la Légion étrangère est celui qui est tatoué parfois sur la peau de certains légionnaires. C'est eux qui aiment orner leur peau de cet engagement qu'ils ont à cœur. C'est honneur, fidélité. Et j'aime beaucoup ces valeurs chevaleresques, bien sûr, pour l'honneur et la fidélité qui est pas seulement la fidélité à son chef. On a parlé tout à l'heure de la discipline. J'ai toujours dit à chaque légionnaire qui arrivait dans mon bureau, au tout début de leur engagement, ils se présentent et je leur dis, tu sais, la fidélité, elle est de plusieurs formes. D'abord, il y a la fidélité à tes chefs, bien sûr, qui permet que toute la chaîne fonctionne, qui permet que les projets arrivent à leur bout. Mais il y a aussi la fidélité à tes pairs, à tes camarades, ce qu'on appelle la fraternité. La fidélité à tes subordonnés, parce que chaque légionnaire, quel que soit son grade, il est chef, il peut être chef de champ, il peut être chef de pièce. Donc on doit une fidélité aussi à ses subordonnés. Et enfin, et ça rejoint votre question sur la devise, il faut être fidèle à soi-même, fidèle à l'engagement qu'on a porté, au serment qu'on a prêté au premier jour de son engagement. Au moment de faire le choix des armes, c'est le cas de le dire, pourquoi avez-vous choisi la Légion étrangère qui est un corps dur? C'est pas pour l'étendre, hein, on est d'accord. Ça me fait penser au film dans lequel Belmondo, et j'ai plus le titre, il joue le rôle de ce légionnaire et une de ses conquêtes lui demande quand même, pourquoi avoir choisi la Légion étrangère? Vous n'êtes pas allé au plus facile? Et Bébel répond, non, je suis allé au plus propre. Avant de donner cette même raison. Le général de Gaulle dit, en 40, quand il s'engage, nous avons choisi la voie la plus difficile, nous avons choisi la voie la plus droite. Ça rejoint ce concept. Et peut-être que quand on est confronté à plusieurs chemins, j'ai eu un de mes chefs qui m'a dit ça un jour où j'ai dû prendre une décision de commandement difficile, qui était le fait de sanctionner un de mes sous-officiers. Il m'a dit, vous avez face à vous plusieurs chemins. Celui qui est le plus difficile sera presque toujours le plus juste. Le plus juste, ça rejoint la formule de Gaulle. Pourquoi la Légion Alors, est-ce que vous êtes trouvé en opération? Est-ce que vous êtes ensuite trouvé en opération? Est-ce que vous avez eu à commander? Bien sûr. Alors, j'ai commandé des légionnaires en opération intérieure et en opération extérieure. La Légion étrangère, moi, m'attirait pour ces 140 nationalités au service de la France, ce milieu qui réussit à mettre ensemble dans la même section un Népalais, un Sud-Africain, un Chinois, un Japonais, un Ukrainien, un Russe. Ces hommes-là qui ont traversé la moitié du monde avec $20 en poche pour servir un drapeau qui n'était pas le leur. Je voulais faire partie de cette fraternité, je voulais travailler avec ceux-là. Ou ils deviennent patriotes? Non, c'est pas des mercenaires du tout. C'est pour ça que je vous pose la question. Ils le sont peut-être au départ, mais ils deviennent patriotes. Quand ils le sont ni au départ ni jamais. Ils arrivent en France, on leur donne une identité déclarée, on leur permet d'abandonner leur passé, on regarde pas d'ailleurs ni leur religion, ni leur passé, ni leur diplôme, ni leur compte en banque, ni leurs croyances. On leur permet de recommencer à nouveau. Il y a une valeur très très forte à la Légion étrangère à laquelle je suis très attaché, qui est la seconde chance. La seconde chance, et on leur permet de venir rendre un peu de ce qu'ils ont reçu, cette seconde chance, au service du pays qui les a accueillis et qui est le seul pays au monde à faire cela. La France, qui permet à des enfants de tous les pays de servir un idéal qui les dépasse, d'oublier ce qu'ils ont été auparavant et de rejoindre une nouvelle fraternité qu'on appelle la fraternité des hommes sans nom. Je reçois le capitaine Nicolas Brault, qui a écrit « Donner l'ordre ne suffit pas », légionnaire, diplômé de Sciences Po, vous voyez, il a différents bagages, et il a voulu transmettre ce message très fort, passionnant, émouvant. Donner l'ordre ne suffit pas, c'est-à-dire que l'armée, ce ne sont pas que des commandements, ce sont des passions, c'est de la ferveur, c'est de l'engagement, et les moyens qui vont avec, parce qu'on représente l'intérêt du pays. Peut-être que vous nous appelez parce que vous pouvez peut-être nous poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui l'armée française est digne de l'estime et de la considération qu'on lui porte? Est-ce qu'on peut lui faire confiance pour sortir le pays d'une situation difficile s'il y avait un conflit qui nous menaçait? Et est-ce que l'esprit militaire qui a toujours prévalu aux gloires de la nation française est-il toujours aussi frais, aussi fervent que dans le passé? Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso transmettra vos ordres de questions au capitaine Nicolas Brault, qui se fera un honneur d'y répondre. À tout de suite sur Radio. Perico Légas.
Vous êtes bien sur Sud Radio en ce lundi 23 mars, il est 13h33. Je reçois le capitaine Nicolas Brault, auquel je présente mes respects bien entendu, militaire d'actif, diplômé de Sciences Po, et le capitaine Nicolas Brault, qui n'est pas le grand muet, même s'il est profondément respectueux de l'institution militaire, a voulu témoigner de sa vie de soldat, de ses sentiments de militaire avec cette œuvre, cet ouvrage. Pas encore une œuvre, ça viendra peut-être un jour. J'en ai pas la prétention. Donner l'ordre ne suffit pas, c'est une jolie somme chez Michel Lafon. Le thème, c'est ce que les hommes sans nom m'ont appris peut servir à tous. Vous avez appris dans l'armée à obéir, bien entendu, à commander. On ne commande pas avant d'avoir d'obéir. On commence par obéir et ensuite on en apprend politique, à commander. souvent, il y a des gens qui commencent à commander alors qu'ils n'ont jamais obéi, ce qui peut créer quelquefois des petites dichotomies ou des irrégularités. Je ne ferai pas de commentaires. Alors, je vous disais hors antenne que c'est un des livres les plus difficiles que j'ai eu à présenter parce que c'est truffé de chapitres avec des questions et des réponses. On va pas pouvoir tout passer en revue, sauf à vous réinviter prochainement, ce que je n'écarte pas. La première partie s'appelle S'engager, avec 80. Au total, il y a presque 80 ou 100 chapitres. La deuxième partie, c'est S'aguerrir. Alors, s'engager, on a compris en quoi ça consiste, ce que ça signifie. Ça porte des valeurs. S'aguerrir, c'est être digne et apte à répondre à la mission, à relever le défi. Vous dites parmi autres, ne pas se défiler et s'aguerrir au stress. Pourquoi ne pas se défiler et s'aguerrir au stress? Il y a un risque que l'on se défile ou qu'on ne s'aguerrisse pas au stress? Malraux disait que le courage, c'était d'abord un système. Quand il était dans le maquis, il disait que sur 30 bonhommes, on a peut-être un gars qui est biologiquement courageux et un gars qui est peut-être biologiquement lâche. Et il disait que, en fait, l'important dans le commandement, c'est organiser les 28 autres, peut-être écarter la lâcheté et mettre le courageux à la tête de tous les autres. Ça, c'est un système aussi au sens où ça se travaille. En fait, la résistance au stress, le courage de vaincre ses peurs, ça ne vient pas du sang, ça ne vient que de la répétition. Et c'est là où l'institution militaire a compris quelque chose à travers ce qu'on appelle, nous, le drill. Le drill, c'est répéter à l'infini un même geste. Comment vous l'écrivez? C'est un mot anglais, hein, désolé pour cet anglicisme, D-R-I-2-L, drill. C'est le nom d'un médicament aussi, c'est très bien. Oui, mais alors c'est peut-être le médicament qui nous permet de nous soigner contre le stress, qui nous permet de nous soigner contre la pression. C'est répéter une tâche, un geste, répéter une situation jusqu'à ce qu'elle devienne familière, jusqu'à ce qu'elle imprègne la mémoire musculaire. Et donc je donne l'exemple dans le livre. J'étais très peureux à l'égard du vide. J'avais ce vertige qui m'empêchait, quand j'ai rejoint les troupes de montagne, d'escalader. J'ai appris à escalader en montagne. Et c'est avec les guides militaires et civils de Chamonix, parmi les meilleurs pédagogues du monde, que j'ai appris à vaincre cette peur-là de la manière la plus simple qui soit, et pourtant qui est méconnue, qui est ce fameux drill. On m'a appris des écoles de chute, c'est-à-dire on m'a fait chuter, bien sûr, le long d'une corde, dans un environnement aseptisé, sécurisé avec des professionnels. On m'a fait chuter des centaines de fois. Je me suis jeté dans le vide des centaines de fois jusqu'à ce que cette peur disparaisse, qu'on s'accoutume à cette sensation, le choc de la corde, la sensation de tomber. Et ça, j'ai appris après que les plus grands grimpeurs dans les équipes olympiques qu'on voit souvent, ils font tout ça en début de saison. On s'accoutume à ces peurs. Pourquoi j'ai voulu parler d'aguerrissement? Parce que je crois que dans les temps de crise qui s'ouvrent, on doit collectivement s'aguerrir, s'interroger sur ce monde qui vient de changer, qui a basculé avec de plus en plus de prédation décomplexée, des menaces qui sont hybrides, de désinformation, des menaces qui sont beaucoup plus franches, comme on le voit aujourd'hui au Moyen-Orient. Et on a tous intérêt à s'aguerrir sur ces thèmes. Donc, par exemple, la résistance au stress, le commandement, l'endurance, la durabilité. Voilà, c'est des sujets qui me sont très à cœur et c'est pour ça que j'en ai fait la deuxième partie du livre, S'aguerrir. Et en plus, on apprend que vous êtes même un peu chasseur alpin. C'est pas J'ai travaillé avec des chasseurs alpins, donc au sein du groupe Commando Montagne. Mon régiment de Légion étrangère appartient à la brigade alpine, donc des troupes de montagne, oui. Voyez, le capitaine Nicolas Brault suscite l'interrogation de nos auditeurs, puisque nous avons Olivier qui nous appelle de Maine. Bonjour Olivier. Oui, bonjour André. Oui. Olivier, est-ce que vous avez fait votre service militaire ou il était déjà supprimé? Non, alors non, il n'était pas supprimé, mais j'ai été exempté puisque mon papa était mort et que j'avais trois sœurs et un frère à la maison.
Donc moi, je leur ai proposé tout simplement, vous me versez mon salaire et je pars. Très bien. Non, malheureusement, on peut pas. Bon. Mais j'aurais aimé parce que là, quand M. Chirac a supprimé le service national. Voilà, ça m'a énervé. J'ai dit, mais quelle connerie qu'il fait ce monsieur-là. Il se rend pas compte de l'utilité que ça avait. Parce qu'il y en a, ils ont besoin de coups de pied au cul, hein, si on parle franchement. Oui, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin qu'on leur apprenne les règles, les trucs. Après, il y a un deuxième truc qui me chiffonne, parce que là, il y a la guerre de partout, là. Et on parle de dissuasion nucléaire. Alors, j'ai l'impression qu'on ne dissuade personne. Parce que tout le monde s'en fout. J'ai l'impression que l'Iran, ils disent, mais de toute façon, ils n'ont pas le droit de s'en servir, donc on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de menace. Par contre, quand Poutine a menacé de rayer la France de la carte, on a eu peur. Oui, donc, enfin, Olivier, on n'est ni en guerre avec l'Iran, ni en guerre avec la Russie. Tout peut arriver. Mais là, voilà. Mais ça sert à quoi la dissuasion nucléaire? À l'Iran, si on leur dit, messieurs, là, vous arrêtez, sinon on vous envoie une bombe nucléaire. Ah ben, non, on ne le fait pas. Olivier, donc, à un moment donné, Olivier, je me demande si l'armée ne sert à quelque chose. Olivier, on le saurait s'il y avait un missile balistique qui était parti de Téhéran vers Paris ou Marseille. Ce n'est pas le cas, mais en même temps, la force de dissuasion est là justement pour ne pas s'en servir. C'est le principe de la force de dissuasion, mon capitaine. Alors, il y a deux questions que pose Olivier. La première sur le service militaire, la deuxième sur la dissuasion. Sur la dissuasion, évidemment, elle reste au cœur de la stratégie de défense du pays. C'est pas de mon niveau, donc je voudrais pas m'étendre là-dessus. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elle est opérative et elle répond à un certain nombre de critères, qui est notamment l'engagement des intérêts vitaux de la France. Et elle est à la main d'un seul homme, qui est le président de la République. Donc je m'étendrai pas sur ce sujet. Cependant, au cœur de la question du service militaire, moi, je suis pas du tout un fanat d'un rétablissement du service militaire tel que vous l'avez connu, tel que vous aurez pu le connaître, monsieur. En revanche, aujourd'hui, pour s'aguerrir, ce que je viens de dire juste avant, une des manières que je peux mettre en avant, c'est ce service national qui vient d'être ouvert à tous les jeunes pour une durée de 10 mois, avec 1 mois de formation, 9 mois d'occupation sur le territoire national, avec des missions, des formations. La meilleure manière de s'aguerrir quand on a 18 ans, 20 ans, 25 ans, aujourd'hui, c'est ça, c'est d'inscrire au service national. Donc, allez sur le site s'engager.fr pour savoir comment. Si j'avais leur âge, je le ferais parce que je l'ai fait à travers mon engagement militaire. Tout ce que j'ai appris en termes d'aguerrissement, tout ce que j'ai appris en termes d'exemplarité, de discipline, de courage, de capacité à faire face, je l'ai appris lors de mes classes. Et ça, j'aimerais, vous avez raison monsieur, l'étendre à tous les jeunes qui en expriment le besoin. Ils peuvent le faire aujourd'hui. Nous avons Stéphane qui nous appelle de Romans-sur-Isère. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour monsieur Légas. Voilà, quel est votre lien à l'armée, Stéphane? Est-ce que vous en avez eu ou est-ce que vous en avez encore? Non, j'ai pas fait mon service militaire. J'ai juste une question, enfin plusieurs questions au capitaine. La première déjà, alors bon, je sais qu'il est soumis au droit de réserve, mais déjà la première question, c'est qu'est-ce qu'il pense de Catherine Vautrin déjà? La première question. Qui est la ministre de la Défense, ou ministre des Armées. Ouais, si c'est pas la déprime déjà, premièrement, pour eux. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'ils pensent du conflit en Ukraine et avec la Russie. Et la troisième, s'il connaît Xavier Moreau et qu'est-ce qu'il pense de ce grand monsieur qui est Xavier Moreau. Voilà, ce sont mes 3 questions. Alors, dites-nous, vous, qui est Xavier Moreau? Qui est Xavier Moreau? Oui, pour moi. Oui, pour vous. Ah bah pour moi, c'est l'ancien Syrah et c'est un grand monsieur. Mais c'est un militaire? Vous savez pas vous savez très bien qui est Xavier Moreau, monsieur Légas. Tout d'un coup, j'ai une absence. Vous avez une absence. Et Jacques Beau, vous connaissez aussi qui? Ah oui, d'accord. Xavier Moreau, il a écrit un très bon bouquin que je recommande d'ailleurs à tout le monde qui s'appelle Le Livre Noir de la gauche française. Qui absolument. Non mais pardon, j'étais sur d'autres paramètres. On va reprendre vos questions. Les questions une par une. Merci Stéphane, restez avec nous, on va vous répondre. Et je vais devoir tourner court. Comme vous l'avez dit, il y a un devoir de réserve. Je n'ai pas le droit de m'exprimer sur les sujets politiques, sur les sujets religieux. Donc en effet, je n'aurais pas à dire ce que je pense de
la ministre qui est ma chef, en plus bien sûr du président de la République qui est le chef des armées. Donc moi, je n'irai pas sur ce terrain, je crois que c'est la force des armées de ne jamais parler de politique et de rentrer dans les esprits partisans. Donc sur le conflit en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient, ce que je pense à mon niveau, on les regarde comme des événements. C'est en fait une époque. Nous avons basculé dans une époque qui est celle de crise, d'un multilatéralisme qui est en difficulté pour résoudre les conflits et que ceux-ci se résolvent de plus en plus par l'usage de la force. Dans ce contexte, ce que rappelle le chef d'état-major des armées, c'est que pour être libre, nous devons être craints et pour être craints, nous devons être forts. C'est l'ambition des armées, c'est ce pourquoi se battent tous les hommes et les femmes des armées françaises au quotidien. Aujourd'hui, on a des milliers qui sont engagés au Proche-Orient pour protéger nos alliés, défendre l'Europe. Ils le font en étant fiers d'appliquer la parole de la France. Voilà. Alors Xavier Moreau est un ancien militaire qui est au cœur d'une polémique puisque voilà, on suppose qu'il y a des liens avec le Kremlin. La question que va vous poser Stéphane, c'est est-ce que la position de la France vis-à-vis du conflit ukrainien, est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'on doit prendre parti, pas prendre parti? Le président de la République avait même envisagé à un moment donné d'envoyer des troupes au sol, vous vous souvenez? Pour moi, c'est une question que vous me posez. Non, c'est ce que j'ai dit. J'essaie d'expliquer. Vous dites quel est le rôle de la France dans le conflit ukrainien. C'est un petit peu ça que vous avez demandé, Stéphane, comme question. Ma question n'était pas de savoir quel est le rôle de la France, parce que la France, elle a absolument rien à faire en Russie là-bas et en Ukraine. Déjà, premièrement, et la France, elle aurait tout à gagner en travaillant de concert avec la Russie. Donc, elle est là, bien sûr. D'où votre allusion à Xavier Moreau. Alors, on marque une pause et le capitaine Brault vous répond tout de suite après la pause. Et surtout, appelez-nous au 0826 300 300. Voyez, le débat est en train de s'animer et vous pouvez évidemment poser toutes les questions que vous voulez. Emmanuel Galasso nous les transmettra tout de suite. Et de la membre de 95 watts par kilo. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je reçois le capitaine Nicolas Brault, auteur de Donner l'ordre ne suffit pas. Quels sont les codes, quelle est l'éthique, quel est le sens d'une armée telle que l'armée française au XXIe siècle. Nous sommes en ligne avec Stéphane qui vous demandait est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt soutenir la Russie que l'Ukraine? Nous sommes dans une démocratie. Les orientations géopolitiques, diplomatiques du pays sont définies via le suffrage universel par le président de la République. Les armées appliquent ces orientations décidées au niveau politique et donc je ne serais pas fidèle au serment que j'ai prêté, que vous avez évoqué tout à l'heure, si je répondais aux questions qui m'ont été posées sur ces sujets avec un avis personnel. Donc je resterai fidèle au code du soldat qui m'interdit de prendre des positions politiques sur ces sujets. Cette réponse... Oui, Stéphane. Moi, je parlais pas forcément de soutenir la Russie, même si j'ai le plus grand respect pour Vladimir Poutine. Et pour moi, c'est le seul vrai chef d'État aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ça, c'est un vrai chef d'État qui a une vision. Je parlais pas de soutenir la Russie. Moi, je parle de faire en sorte que la France, elle redevienne une puissance d'équilibre et une puissance neutre, et qu'elle a strictement rien à faire à soutenir justement l'Ukraine. Mais je parlais pas de forcément soutenir. Bien sûr. Le but, il n'est pas de soutenir. Oui. Mais comme vous avez fait allusion, oui, mais Stéphane, vous avez fait allusion à Xavier Moreau, qui lui proclame d'ailleurs très courageusement son admiration pour le régime de Moscou. C'est pour ça que je me permettais de faire ce lien. Si je peux me permettre, Monsieur Légas, justement, si je fais allusion à Xavier Moreau, il a toujours justement prôné, notamment pour la France, d'être neutre et d'être une puissance d'équilibre. Il n'a jamais justement mis en avant le fait de vouloir faire en sorte que la France elle soutienne la Russie. Dans le livre, est-ce que la neutralité fait partie, j'allais dire, d'un code militaire dans certaines configurations? En fait, elle fait partie du code militaire sous l'angle du devoir de réserve. Si, dans le livre, vous cherchez des avis géopolitiques, une vision du monde, il ne faut pas l'acheter. Dans ce livre, j'ai voulu raconter, à mon niveau de chef de terrain, comment on organise, on engage, on crée de la fraternité dans des collectifs. J'ai voulu raconter ce que l'institution militaire m'a appris pendant mes classes, en termes d'aguerrissement, en termes de liberté individuelle, de construction de mon caractère,
puisque, comme disait Thucydide, la force d'une cité, elle réside pas dans ses murailles ou dans ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses citoyens. Tous ces sujets-là, vous les trouverez dans le livre. Des commentaires sur la situation géopolitique, les grandes orientations diplomatiques du pays, vous n'en trouverez pas. Voilà, au risque de décevoir certains de vos éditeurs. Justement, on va quand même parler, votre troisième partie, et ça rejoint un petit peu. S'affranchir, est-ce qu'il y a des choses dont un militaire doit s'affranchir? Et vous dites que vous les citez. Juste avant de parler d'affranchissement, un dernier élément dans le cadre de la façon dont il faut s'aguerrir, se méfier de la meute. Pourquoi vous dites se méfier de la meute? On a eu beaucoup de cas dans les armées, dans n'importe quel groupe d'hommes, de dérive du commandement militaire, qui peut parfois prendre une dimension de harcèlement, et dans ce cas-là, il n'est plus un commandement. Comment combattre l'intolérance et le harcèlement, vous dites? Et il se trouve que dès ma formation à Saint-Cyr, on a été formé, en effet, à combattre toute forme de discrimination, toute forme de harcèlement. Puisque, et ça, n'importe quel chef qui a été à la tête d'un groupe, n'importe quel individu qui a appartenu à un groupe à forte cohésion, il sait que le chemin est court pour aller dans des comportements de harcèlement, de violence, de mise sous pression, de discrimination. Ça peut aller très vite dans un groupe d'humains. Et c'est pourquoi j'ai voulu, dans le livre, dédier un chapitre à ce sujet. Parce que quand on est au sein de groupes, avec cette forte cohésion, des enjeux aussi puissants que sont l'engagement militaire, il y a un risque qui est immédiat. Et ça, les armées, dès les premières heures de mon engagement, elle m'a appris à y faire face. Elle ne les a pas niés. Elle a cherché à me dire que le chef, ça doit être un chef de guerre et pas un chef de gang. Donc on n'est jamais un chef de meute dans les armées. Alors justement, on aborde par ce biais la notion de l'affranchissement. Alors il y a quand même presque une dizaine de points sur lesquels vous suggérez l'affranchissement. S'affranchir des lettres d'ordre, s'affranchir du stress, s'affranchir de l'urgence, s'affranchir des réunions, s'affranchir de ces hommes et savoir les recadrer, s'affranchir de l'animisme, s'affranchir parfois des traditions, s'affranchir des directives, s'affranchir des reproches, s'affranchir du sens. C'est hallucinant pour un militaire. C'est un code, vous apprenez à obéir, on est pourquoi il faut savoir obéir, et là vous dites, attention, il y a une petite marge d'affranchissement. Parce que l'armée m'a toujours appris qu'il y a... C'est une mutinerie. Il y a la lettre de l'ordre, et il y a l'esprit de l'ordre. Ça, c'est une phrase que tout soldat connaît. Quel que soit son grade, il a appris à discriminer la lettre de l'ordre de l'esprit de l'ordre. Et ce n'est pas si différent de la vision du commandement. De discerner, vous voulez dire. Discerner, bien sûr. D'ailleurs, il doit obéir à tous les ordres, vous le savez, par son règlement, tant que ces ordres restent dans le cadre des engagements internationaux, de la hiérarchie des normes, donc de la Constitution et des lois que le peuple français s'est donné. Ce thème de l'affranchissement, en fait, il n'est pas si différent. Donc on peut de la manière en certains cas. Mais ce n'est pas une désobéissance, c'est souvent des initiatives. Ce que je dis n'est pas si différent de ce qui, à un autre niveau, a dit le chef d'état-major de l'armée de terre quand il dit qu'il faut donner non des méthodes pour suivre les ordres, mais des finalités, ce qu'il appelle le commandement par l'intention. Il dit qu'un chef ne doit pas dire comment on doit accomplir la mission, mais il doit donner le cadre et il doit donner la finalité de cette action. Tant qu'on donne cette finalité, qu'on reste dans le cadre, on est très libre d'avoir des initiatives. Et aujourd'hui, le succès des armes de la France, elle repose sur cet esprit d'initiative dont on a vu d'ailleurs sur le terrain ukrainien notamment, que la résistance de ce peuple dans les premiers mois de la guerre a surtout été due à cette capacité d'initiative, d'adaptation, de sens des responsabilités qu'a tous les petits, jusqu'aux plus petits échelons de la chaîne, on a eu, là où une discipline aveugle, une vision en silo, trop hiérarchisé, trop vertical, bridant la liberté d'expression, la capacité à dire à ses chefs quand ils se trompent, ça c'est l'échec assuré. Donc dans l'armée, bien loin de l'image que beaucoup de civils peuvent en avoir, dans l'armée, on a cette idée qu'il faut savoir écouter, j'en fais un point cardinal du commandement des chefs, il faut savoir écouter ses subordonnés, il faut savoir s'entourer aussi d'adjoints qui sont des poils à gratter, il y a un chapitre dans le livre, ne pas s'entourer de gens qui sont d'accord avec nous et se méfier aussi, vous l'avez cité, s'affranchir de l'unanimisme. Se méfier de l'unanimisme. Quand on est dans un groupe, quand on consulte, et il faut le faire, il y a un phénomène de groupe qui tend vers l'unanimisme, c'est-à-dire vers l'option qui est la moins risquée. Par exemple, c'est très vrai en recrutement, je l'ai vécu dans les recrutements dans mon groupe.
il est très tentant d'aller chercher des profils qui ne présentent pas de faiblesse. Pardon, il est tentant de s'orienter vers des profils qui s'illustrent par leur absence de faiblesse et pas par la présence de force. Et parfois, le groupe tend, par son unanimisme, à dire bon bah voilà, on va choisir ce gars-là ou cette fille-là parce que elle coche toutes les cases, elle n'a aucune des faiblesses qui peuvent nous faire craindre des choses en groupe. Et pourtant, il faut investir dans des forces d'un profil et pas dans l'absence de faiblesse. Vous expliquez dans cet ouvrage comment l'autorité se construit au quotidien par la clarté, l'écoute et l'exemplarité, bien plus que par le charisme ou la contrainte. Merci, capitaine Nicolas Brault, d'avoir été aujourd'hui sur Sud Radio. Je rappelle le titre de votre livre, « Donner l'ordre ne suffit pas, ce que les hommes sans nom m'ont appris peut servir à tous », chez Michel Lafon, un magnifique traité d'éthique de code militaire et surtout qui nous permet aujourd'hui, en 2026, de comprendre ce qui motive un soldat, ce qu'est un bon soldat et en quoi la France reste encore une puissance militaire avec des soldats dévoués, républicains, patriotes qui sont là pour nous défendre. Merci pour votre présence. Merci à vous pour votre invitation. Et moi, je vous dis à demain. Je vous laisse dans les bras de Brigitte Lahaie pour des considérations beaucoup moins martiales. Et mon capitaine, peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler parce que la situation politique fait, j'aurai certainement besoin de vos lumières. À très bientôt. Plaisir. Merci. Sud Radio.